Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre émission, votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Régine Lapassion. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes une femme à multiples casquettes, vous êtes coach vocal, vous êtes comédienne, vous êtes musicienne. Est-ce qu'il y a d'autres cordes à votre arc? Déjà, je suis maman, c'est une grosse corde ça. En fait, oui, je suis connue surtout en tant que chanteuse et coach vocal. J'ai fait aussi un peu de cinéma et du théâtre, mais je suis d'abord pianiste classique de formation. Et là, les gens me connaissent un petit peu moins, donc d'ici la fin de l'année, j'aurai l'occasion de faire un récital où tout le monde sera convié à voir la première corde de mon arc. Alors effectivement, j'avais oublié, vous êtes également comédienne. Oui, alors j'ai travaillé sur 2 pièces de théâtre, 3 même, avec des comédiens de renom, Patrick Moreau, Grégory Alexander, Hermina Duro. J'ai même pris des cours de théâtre avec Hermina au conservatoire. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller à Avignon avec 2 pièces de théâtre. Et puis je me suis un petit peu collée au cinéma sur un long métrage qui est en train de passer bientôt là. C'est un long métrage de Stéphane Floricien. Et donc, et puis un petit peu de publicité. Donc, pour l'instant, je me suis concentrée sur la musique. Je n'ai pas abandonné le théâtre ni le cinéma, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc cette année 2024, c'est la musique et le piano. On va revenir à votre actualité, Régine Lapassion, mais avant, pour nos auditeurs et internautes, revenons un petit peu sur votre biographie pour rappeler que vous avez effectué vos études à Paris. Vous avez fait l'école normale classique. Alors en fait, j'ai fait deux grands pôles très importants. Donc j'étais en musicologie à la Sorbonne, Paris 4 Sorbonne. J'étais également au conservatoire Gabriel Fauré dans le 5e arrondissement de Paris. Et à un moment donné, je suis allée à l'école normale de musique de Paris, l'école Alfred Cortot. C'est l'école normale de musique de Paris, c'est plutôt comme ça qu'on l'appelle, qui est l'unique école dans le monde entier. C'est un grand pianiste, Alfred Cortot, qui a enseigné justement la souplesse au piano. Donc j'ai fait cette école pendant plusieurs années et j'ai reçu le diplôme. Alors je me suis arrêtée un petit peu avant le diplôme de concertiste, donc j'ai le diplôme d'exécution, le diplôme d'enseignement, le brevet d'enseignement, le diplôme d'enseignement, le brevet d'exécution. Et ça, c'est ma formation qui a pris beaucoup de temps quand j'étais étudiante. Et pendant que j'étais étudiante également, j'étais chef de chœur et j'ai appris également à diriger des chorales quand j'étais étudiante à Paris 4 Sorbonne. Et puis vous avez accompagné de nombreux artistes, notamment Christophe Willem, que nous avons tous découvert sur nos petits écrans. Oui, alors Christophe Willem, c'est intéressant cette histoire parce que c'est mon premier élève de chant, tout simplement parce que j'étais chanteuse, pianiste, mais je ne donnais que des cours de piano. Et après un stage de gospel, qui était mon premier stage de gospel, parce que je ne faisais pas de stage, je faisais des concerts, mais jamais de stage. Et à ce premier stage de gospel, j'ai rencontré Christophe Willem. Quelques semaines après, il m'a appelé et il a insisté pour que je lui donne des cours de chant. J'ai dit bon, pourquoi pas. Et en fait, il m'a simplement dit, apprenez-moi à faire ce que vous savez faire. Alors, c'est pas tout le monde qui sait forcément transmettre ce qu'on sait faire, hein, parce qu'il faut de la pédagogie. Je me suis dit, bon, j'hésite un petit peu, et j'ai dit, ok, pourquoi pas. Donc, ça a été mon élève pendant 5 ans, et ensuite, il a participé à la Nouvelle Star qu'il a gagné. Donc, je suis assez fière, même très fière d'avoir accepté justement de donner des cours, et puis d'avoir suivi un élève comme Christophe Willem qui fait sa carrière de façon très intelligente et judicieuse, parce qu'il est en dehors, même s'il utilise les réseaux sociaux, il n'est pas du tout sous les feux de la rampe où sa vie privée interfère dans sa vie professionnelle. Il est tranquillement en train de faire sa carrière. Je pense qu'il pourra mourir sur scène, ça c'est l'idéal. Il vous donne, j'imagine, encore des nouvelles régulièrement? Oui, alors Christophe fait partie des artistes qui sont très simples, humbles et qui savent d'où ils viennent et où ils vont. Un peu comme vous? On va dire ça comme ça. Oui, en fait, lui, ça a toujours été quelqu'un de très humble, très simple, très intelligent. Et c'est pour ça qu'il fait carrière, puisque les gagnants en général de ces émissions-là ne font pas carrière. Mais lui, comme il a du talent, et il est intelligent, donc il fait carrière. Et son humilité fait qu'il ira très loin. On se donne des nouvelles de temps en temps. Très discrètement, puisque bon, je ne veux pas dire à tout le monde ça, lui, Christophe m'a appelé. Non, on s'appelle pour savoir si tout va bien. Quand j'entends des choses un petit peu bizarres à Paris, je prends mon téléphone pour savoir si tout va bien pour lui. Et donc, c'est la même chose pour moi.
Vous êtes, Régine Lapassion, un peu un produit hein, de la télévision, puisque c'est une émission qui vous a fait connaître la Nouvelle Star. Oui, alors produit de la télévision, non, mais c'est vrai que en Guyane, on me connaît en tant que coach de la Nouvelle Star, mais à Paris, personne ne me connaissait. J'étais chanteuse de gospel à l'époque et chef de chœur, et c'est vrai que j'ai été médiatisée grâce effectivement à la télé, mais c'est vrai que le produit, non. Pas produit de la télé. Médiatisé, oui, mais produit, non. C'est surtout le travail, le travail 3 nuits blanches par semaine, 3-4 nuits blanches par semaine. Et puis, effectivement, ce qui a permis, effectivement, que je puisse aller à la télé, c'est tout ce travail que j'ai fourni et qui m'a permis d'être un bon chef de chœur reconnu dans le milieu du gospel d'abord, puis, donc, à la télé, à la Nouvelle Star. Produits de la télé, c'est superficiel, ce sont des gens du jour au lendemain qui sont poussés devant la scène mais qui n'ont pas vraiment de talent, c'est un peu ça. Alors en fait, alors je ne vais pas dire ça comme ça, il y a une part de vrai dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les choses vont très vite. Et donc les gens qui réussissent et qui font carrière grâce à la télé ou les réseaux sociaux n'ont pas eu le temps d'apprendre vraiment le métier. Alors pour ceux qui sont à l'écoute, très intelligents et qui restent humbles malgré la médiatisation, ils arrivent à comprendre le métier. Mais ceux qui sont d'un seul coup devenus des stars à cause de la télé, ou grâce à la télé on va dire, je dis à cause parce que souvent ils tombent de haut quand ça va plus, ça ne marche plus. Donc souvent ils ne connaissent pas le métier et ils ne savent pas ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, comment on respecte les gens. Il y a quand même un minimum de choses à respecter qu'ils ne connaissent pas. Et souvent les gens pensent que quand on a fait une émission et qu'on est super célèbre, les gens pensent qu'on est arrivé là sans jamais rien connaître. Méfiez-vous, Christophe Willem, il chantait déjà avant de me rencontrer, depuis 3 ans déjà au moins. Ensuite il a fait 5 ans quand il m'a rencontré, il travaillait énormément. Julien Doré avait déjà un groupe, Amandine Bourgeois avait déjà un groupe avant de faire la Nouvelle Star. Bon, pour parler de Mika, alors Mika est quand même un peu plus jeune que tous les autres et a beaucoup moins d'expérience, mais il chantait déjà avant de me rencontrer, il chantait déjà tout seul à sa manière. Donc maintenant lui, ce qu'il faudrait que Mika apprenne, c'est le métier, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier un petit peu des carrières fulgurantes grâce à une émission de télé qui vous met tout de suite sous les feux de la rampe. Faites bien attention à ça, chers jeunes. Hein. Vous pensez peut-être à la Star Academy, vous suivez un petit peu ce genre d'émission? Alors je ne veux pas cracher dans la soupe, mais je n'aime pas du tout ce genre d'émission-là, ni la Starac. Alors la Starac, je n'aime pas le principe de l'académie de stars. Ça n'a pas de sens. On a une académie d'artistes. Je le dis parce qu'on est dans une université, donc vous êtes en train d'apprendre un art, d'apprendre un métier, et parce que vous faites quelque chose qui a été médiatisé, vous faites votre métier, et que pour X raisons, pour un livre par exemple que vous avez écrit, vous êtes médiatisé, vous devenez une star éventuellement. Mais il n'y a pas une école pour devenir une star, ça n'a pas de sens. Star de quoi? Star du livre, star de la musique, star de quoi? Ça n'a pas de sens. Alors maintenant il y a Nouvelle Star, bon, c'est à peine mieux dans le sens où il y a une nouvelle personne qu'on découvre et qui est sous les feux de la rampe. Mais je ne suis pas très pour ces émissions qui médiatisent rapidement des gens sortis de nulle part et puis qui n'accompagnent pas toujours correctement ces artistes-là. Si on vous appelait demain pour être coach, parce qu'on voit, c'est la tendance aujourd'hui, hein, les coachs, que ce soit à la Starac ou d'autres émissions encore, est-ce que vous répondriez positivement? Alors, je dirais non pour la Starac, puisque le principe de la Starac, je n'aime pas du tout la télé-réalité, et dans le sens où je dis à mes élèves de faire attention à cette médiatisation où on dévoile son intimité, donc je ne suis pas du tout pour le principe de la Starac. La Nouvelle Star et The Voice, c'est un peu différent. Si on m'appelle pour être coach pour un certain temps, bon déjà il faut partir de la Guyane parce qu'il faut rester sur place, donc c'est pour ça que j'ai arrêté la Nouvelle Star aussi, parce que je devais partir en Guyane. Nouvelle Star et The Voice, oui c'est différent, on travaille vraiment avec des gens, on ne montre pas leur vie privée, on les montre en train de travailler avec le coach, donc pourquoi pas, oui. Cette collaboration avec la Nouvelle Star, ou Nouvelle Star tout simplement, ça a duré combien d'années? J'ai été coach vocal de la Nouvelle Star pendant 2 ans, donc en 2007, la saison 2007 et la saison 2008. Et comme je suis partie de la Guyane, j'ai dû arrêter. Et c'était une expérience très enrichissante parce que, hormis les candidats qui sont tous amateurs, ce sont que des amateurs, toute l'équipe de la Nouvelle Star, ce sont des professionnels. Et quand je vous dis professionnels, moi, dans certains milieux, quand j'étais à Paris, je me sentais un peu extraterrestre.
Et puis, parce que j'étais encore à la fac, donc j'étais très carrée. Je viens d'un milieu où on fait la musique classique. Bon, le jazz, c'est aussi carré, hein, mais je venais d'un milieu professionnel. Et quand j'étais avec les amateurs du gospel ou autre, j'avais un peu de mal. Les gens avaient du mal avec mon côté rigoureux. Et quand je suis arrivée à la Nouvelle Star, je me suis dit, oh, des petits hommes verts comme moi, des petits extraterrestres, tout le monde se tutoie. Mais il y a une très très bonne ambiance, presque familiale, parce qu'on s'en voit souvent. Mais alors c'est hyper carré, chacun a son poste et on respecte le poste de chacun. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des coups de gueule de temps en temps, mais c'est assez rare, parce que comme tout est très organisé, on n'a pas le temps de se taper dessus ou d'avoir des choses qui se passent mal. Franchement, c'était une très très bonne expérience. On arrive à l'heure, on fait les choses correctement, on respecte le travail d'autrui, on ne marche pas sous les plates. Moi je suis coach vocal, donc le producteur, même si c'est Dieu le Père, parce que c'est Dieu le Père, le producteur, même si c'est lui qui décide au final qui a le dernier mot, quand on lui dit écoute, il a assez chanté, il respecte la voix du coach dont c'est le métier. Alors vous nous avez cité les noms de Christophe Willem, Mika, tout ça, ce sont des artistes aujourd'hui qui sont de renom. Est-ce que travailler avec Régine Lapassion est un gage de succès, de réussite? Alors, je vais répondre en toute humilité, mais en même temps, je vais répondre de façon, je vais dire, en mode développement personnel. En mode développement personnel. Et je dis à mes élèves, justement, quand je travaille avec eux, qu'il faut savoir dire ça, je sais faire, et ça, je ne sais pas faire. Dans un entretien d'embauche, on dit, voilà, je sais faire ça, ça, ça et ça. Je suis compétente dans ça et dans ça. Alors, je peux dire avec beaucoup d'humilité qu'à force d'avoir fait travailler des élèves, notamment en Guyane, et je suis très fière de le dire, c'est en Guyane que beaucoup de choses chez moi ont changé, ont évolué. À force d'essayer de comprendre les difficultés des élèves et de les avoir vécues à un moment donné de ma vie, je suis devenue bonne dans ce que je fais. Donc, je me suis améliorée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois bien que les élèves, je fais maintenant de la mécanique de précision. Et donc j'avoue que je suis très contente de pouvoir faire les élèves partir d'un point A et arriver à un point B. Et ma plus grande réussite, c'est pas qu'on dise que j'ai fait travailler tel ou tel élève, c'est que moi je puisse voir les élèves être performants et de voir dans un journal qu'on dise telle personne chante. Et c'était extraordinaire sa prestation. Personne ne sait que c'est Régine Lapassion qui est derrière. On s'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est que la Guyane, que les élèves que je fais travailler, les chanteurs que je fais travailler en Guyane, puissent faire rayonner la Guyane par leurs compétences et leur qualité de prestation. Alors quand on était sous les feux des projecteurs à Paris, où on passait sur des chaînes nationales, donc on était vu par des millions de personnes, comment explique-t-on cette décision de revenir au village, de revenir en Guyane? Alors la décision de revenir en Guyane était assez simple. Pour une première raison, c'est qu'on voulait quitter Paris. On voulait aller aux États-Unis, je dis on, c'est-à-dire Denis Lapassion et moi-même. Nous voulions changer de pays pour des raisons que je ne vais pas forcément évoquer ici. Et nous avons décidé d'aller aux États-Unis. On avait tout fait pour la carte verte, etc. Et puis nous sommes venus en vacances en Guyane. Denis est guyanais, moi je suis de la Martinique. On a vécu pour lui 15 ans et moi 20 ans, 19 ans en France hexagonale. Et puis quand on est venu en vacances, on a fait un stage. Et Denis m'a dit à la fin des vacances, écoute, ici on reste en Guyane. Alors moi je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup aimé la Guyane, j'ai aimé la gentillesse des Guyanais. On a des défauts et des qualités, mais c'est une qualité que je continue d'apprécier en Guyane. Une bonne qualité de vie, des relations très fluides et puis une gentillesse que je continue à apprécier en Guyane, chez les Guyanais. Et donc on a décidé de venir vivre en Guyane parce qu'on voulait changer d'air. Donc c'était un bon moyen effectivement. C'est plus les feux de la rampe. De toute façon, j'étais pas sous les feux de la rampe. Hein. On me voyait juste coacher les candidats. Mais bon, j'avais toujours ma vie de chanteuse de gospel et de chef de chœur en dehors des médias. Et donc, revenir en Guyane, c'était vraiment c'était super en fait. C'était pour nous un changement d'air. Et on ne regrette pas. Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin de recommencer à faire de continuer et d'augmenter les fréquences de nos concerts. Donc, il faut recommencer à voyager. Mais les feux de la rampe, on s'en porte beaucoup mieux quand on n'est pas devant. Ce qui est très important, c'est qu'un artiste a besoin d'être médiatisé un minimum. Donc, ce minimum syndical, nous l'avons en Guyane. Et de la Guyane, nous pouvons recommencer à rayonner dans le reste du monde entier. Ce minimum syndical que nous avons en Guyane au niveau médiatisation, ça me suffit en tout cas largement.
Alors dans le domaine artistique, un monde que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas, est-ce que là aussi on peut entendre parler de racisme ou est-ce qu'on peut subir le racisme? Bien sûr, moi j'ai subi le racisme dès que je suis arrivée à Paris. J'ai subi le racisme dans mes études parce que je faisais de la musique classique. Donc on m'a dit d'aller de retourner chez moi, c'est-à-dire en Afrique, même pas en Martinique, et de retourner derrière mon tam-tam, même pas mon tambour, le tam-tam, n'est-ce pas? Et donc j'ai subi ce racisme-là. J'ai subi un racisme quand j'étais donc étudiante, quand on me demandait ma carte systématiquement, alors qu'avant et après moi on ne me demandait pas. Dans la rue, alors j'ai eu la chance qu'on ne crache pas sur moi, comme pour ma petite sœur, sur qui on a craché. Et bon, après, j'ai subi le racisme également à la Nouvelle Star, mais c'était plus fin. Certaines personnes qui me disaient pas bonjour. Et le jour où elles ont découvert que j'avais travaillé avec Richards, alors le mercredi suivant, parce que c'était le mercredi qu'on se retrouvait vraiment tout le monde à Baltar. Là, bonjour Régine, mais bon, à part ça. Et j'ai subi du racisme aussi en Guyane, mais alors c'était différent, c'est un racisme anti-guyanais, c'est-à-dire je suis martiniquaise, donc voilà, je suis pas guyanaise. Mais bon, ça. Au départ, j'avais du mal avec ça, quel que soit, que ce soit le racisme anti-noir ou le racisme anti-guyanais, enfin anti-non-guyanais, quoi. Aujourd'hui, je transcende ça parce que je me dis que c'est parce qu'on ne connaît pas notre histoire, tout simplement. Alors, les Blancs ne connaissent pas l'histoire, tout simplement, de l'humanité et des Noirs. Et les Noirs entre eux qui se critiquent, c'est-à-dire tu n'es pas guyanaise, tu es haïtien, tu es brésilien, tu es martiniquais, tu es guadeloupéen, enfin bon, c'est parce qu'on ne connaît pas notre histoire de nègre, tout simplement. Et si on savait d'où on venait, ça ne serait plus d'actualité. Mais je pardonne un petit peu, parce que je sais que cette espèce d'antinomie entre Noirs, ça a été fait par l'esclavage. Il y avait des nègres de maison et des nègres des champs, et puis c'était divisé pour mieux régner, et ça continue. Ça va s'arrêter uniquement quand on va mettre le nez dans notre histoire. Moi aussi, je disais à un moment donné, je dis franchement, hein, je ne veux pas vous choquer, mais je disais, j'en ai marre des négros. Je disais ça à un moment donné quand j'avais des soucis avec mes propres frères. J'ai arrêté de dire ça parce que j'ai compris que ces soucis que j'ai avec mes propres frères nègres, c'est simplement parce qu'on a été beaucoup maltraités, donc notre ADN même a changé. Et nous avons pris l'habitude de nous battre entre nous. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'esclavage. Donc comme j'ai compris que ça vient de là, je pardonne un petit peu, même si c'est parfois difficile, je pardonne et je ne parle plus comme ça en me disant « ouais, j'en ai marre des Noirs » ou des nègres. Il faut arrêter de parler comme ça. On doit se soigner mutuellement, se supporter, se soutenir malgré tout. Donc, même si parfois ça fait mal, mais je transcende un petit peu ce mal. Ça me fait un peu moins mal. Régine La Passion, ce sont de nombreuses collaborations. C'est incroyable parce que vous avez eu l'occasion de jouer, de collaborer notamment avec le grand Ray Charles. C'était une aventure extraordinaire. Alors en général, je suis jamais fan de personne. Il y a des artistes que j'aime beaucoup comme Al Jarreau, mais comme je sais que derrière tous les grands artistes, il y a énormément de boulot, de travail, donc je n'adule personne, je ne prends jamais d'autographe, c'est rare. Mon premier autographe et mon unique, c'était pour Ben Carson qui a séparé les Siamois, un chirurgien qui opérait en 3D. Mais généralement derrière les artistes, il y a du boulot. Mais quand je me suis retrouvée en face de Ray Charles, et que j'ai pris la peine de réaliser, en fait on faisait ses premières parties et à un moment donné, donc on a vu ses choristes, on a vu son big band, on a fait des photos avec lui, on a discuté avec lui. À chaque fois qu'on se voyait, on discutait un petit peu avant le spectacle. Et quand j'ai fait la dernière photo, je me suis dit non mais je tiens Richards là, je suis en train de tenir la hanche de Richards. Oh mon Dieu. Donc j'ai réalisé, et puis quand j'ai vu le film après coup, je me suis dit oui, parce qu'il m'a tâté le poignet, parce que c'est comme ça qu'il voyait si la fille était jolie, était à son goût en tout cas. Donc je ne sais pas si j'étais à son goût, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai réalisé vraiment le jour où on a fait les photos à l'Olympia que j'ai travaillé avec Richards. Et donc c'est pas n'importe quoi. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres artistes comme Rhoda Scott, où on a eu l'occasion de vraiment être sur la même scène et travailler même avec Rhoda Scott. Donc c'est intéressant, et ce qui m'a marqué le plus, c'est l'humilité du personnage. Et la plupart des grands artistes, alors il y a quelques divas, quelques gens qui sont assez teigneux parmi les gens qui ont de très bonnes qualités, de très bonnes compétences, mais la plupart des artistes très célèbres, très connus, sont très humbles en général parce qu'ils ont dû beaucoup travailler, ils ont eu beaucoup de défaites, ils ont eu beaucoup de moments où ils pensaient qu'ils n'allaient pas remonter sur scène, et ces gens-là savent d'où ils viennent,
ils étaient très humbles et on ne sait même pas qu'ils sont assis là, quoi. Moi, une fois, je suis allée je parle de Petrucciani, je suis allée à un concert et j'attendais la deuxième partie pour aller m'asseoir. Denis m'attendait dans la salle. Et on était au théâtre du Châtelet, ou alors, non, à Châtelet-Léal. Et j'étais debout à côté de plein de gens. Et puis à un moment donné, j'ai bien vu qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Je penche la tête sur les côtés et qui je vois? Petrucciani. Debout à côté de moi, tout petit là. J'ai dit, oh, Michel Petrucciani, tout debout là comme ça. Il n'a pas demandé qu'on le mette assis. Il n'a pas demandé une place. Il était debout avec ses béquilles. Donc il ne faut pas oublier que derrière tout grand artiste, il y a du travail. Et souvent, j'ai découvert ça, de la spiritualité. C'est très important. Ce qui vous caractérise peut-être? Alors oui, la spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Donc j'ai évolué effectivement spirituellement, et cette spiritualité qui m'habite aujourd'hui me permet de me transcender sur scène et me permet de ne jamais oublier que grâce à Dieu, grâce à l'univers, qu'on n'est pas là par hasard et qu'on a toujours quelque chose à transmettre, l'amour, la bienveillance, la tolérance, c'est très important. Alors le couple Denis-Régine, c'est quand même un couple emblématique. Votre force, votre socle, c'est la musique? Je vais dire que le socle, c'est d'abord l'amour, c'est très important. Un amour qui se construit et c'est un choix, c'est un vrai choix. Et effectivement, nous avons beaucoup de points communs dans la musique. Et surtout, la façon de la faire. Et c'est ça qui fait que nous sommes encore là tous les deux, c'est que pour nous la musique c'est quelque chose de très sérieux et c'est quelque chose de divin. Donc nous avons beaucoup de respect pour la musique, nous la pratiquons, nous sommes au service de la musique. Donc comme tous les deux nous sommes au service de la musique, quand Denis vient jouer en tant que pianiste, il est au service de la musique et donc à mon service. Quand moi je vais jouer, je vais faire de la musique, je suis au service de la musique, donc au service des musiciens avec qui je travaille. Quand je travaille avec Denis, quand c'est sa musique à lui, je suis à son service et au service de la musique. C'est toujours comme ça que ça se passe et de façon très professionnelle. Donc quel que soit, ça peut arriver qu'on ait des différends ou qu'on soit un peu fatigué. On n'oublie jamais que la musique est toujours celle qui a le dernier mot. Vous pourriez évoluer l'un loin de l'autre? Oui, on évolue l'un loin de l'autre. Alors, quand je suis dans le théâtre, évidemment, quand Denis fait sa musique à lui, parce que les gens disent toujours Régine et Denis comme si c'était un prénom. Alors, Régine, c'est Régine Martial, épouse la passion, et Denis la passion. On ne fait pas du tout la même musique. Alors, je vais expliquer, comme ça les gens sauront systématiquement. Quand Régine est sur scène, c'est Denis le pianiste, en général. Si Denis ne peut pas, je choisis un autre pianiste, Jésus Lord Hippolyte, ou bien Emmanuel Coulange, ou autre. Ou alors il y en a un autre, Frédéric Fortuné. Mais souvent quand je suis sur scène, Denis la passion est toujours au piano. En revanche, quand Denis la passion est sur scène, je ne suis pas sur scène. Parce que c'est Denis la passion trio avec sa musique à lui. Denis c'est un musicien de jazz et sa musique c'est du jazz afro-amazonien. Alors que lorsque moi je suis sur scène, je fais soit de la soul music, je faisais du gospel à l'époque, mais soit de la soul music, soit de la variété internationale, soit origine, c'est-à-dire de la soul afro-caribéenne, c'est le moment où origine, c'est de la musique afro-amazonienne, afro-caribéenne. Et à ce moment-là, oui, il y a Denis avec moi. Quelques minutes pour parler de votre actualité, Régine la Passion, c'est votre retour sur scène très prochainement. Cela vous manquait ? Alors la scène, j'en ai fait, non c'est pas que ça me manquait, c'est que je continue à faire des tournées, je sors de tournée depuis en novembre on a fait une tournée à Paris, ensuite on est allé au Brésil, donc ça continue, hein, ma vie artistique n'a de cesse de continuer. Il se trouve que toujours au mois de janvier, je propose toujours au public qui me suit un concert. Donc ça se fait en général en début janvier, mais là, ce sera le 20 janvier. La dernière fois que j'ai proposé au public guyanais un concert, c'était en janvier 2023. C'était pour la sortie de l'EP de Origine, un EP 5 titres, et là, ce sera Origine, l'album live. Donc, il n'y aura pas que 5 titres, il y aura quelques titres inédits. En attendant d'ailleurs de faire le prochain album, qui est toujours dans la même vibe que Origine. Donc là, vous aurez l'enregistrement live capté de Origine, version 1h30, un concert vraiment d'1h30. Où, pour ce coup-ci, j'ai décidé d'inviter des artistes, donc Lovadia, Anne-Claude, qui sont des chanteurs de renom guyanais, et également un artiste
au tambour. Alors ça devait être Yann Villageois, mais je précise pour ceux qui pensaient que c'était Yann. Yann a eu des impératifs où il doit retourner à Paris. C'est un grand artiste qui est très demandé, notamment dans le festival Le Mois Créole Edificaco. Donc Yann ne sera pas là, ce sera Anne Cyclette qui vit en Guyane et qui est très connu et qui est un tambourin de renom et de très bonne qualité qui nous accompagnera. Et puis j'ai décidé de rajouter sur les morceaux d'origine 3 choristes, Cathy Corveau, Tatiana Balthazar et Roland Abdelkader qui m'accompagnaient d'ailleurs sur les voix de la soul. Donc vous avez déjà entendu ces très belles voix qui seront avec nous. Et puis évidemment le trio habituel, Denis Lapassion au piano, Teddy Lapassion, notre fils, qui est à la batterie, et Laurent Loy à la basse. On pouvait vous attendre au Zéphyr ou à l'Ancre, ce sera ni l'un ni l'autre. Ce sera ni l'un ni l'autre, ce sera au Cercle des Lumières. Donc c'est un concert qui a été organisé par le Cercle des Lumières et l'artiste convié, c'est Régine Lapassion pour son projet Origine. Rappelez-nous la date. Donc le 20 janvier à 20h30, le tarif est de 30 €. Donc l'infoline 06 94 02 32 32. Faites vite. Quelles sont les surprises que l'on va... Bon, on a vu qu'il y avait des featuring, mais au-delà de ça, des guests, comme on dit dans le milieu. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent pour votre public qui vous suit régulièrement dans les concerts, au niveau du déroulement du concert peut-être? Alors au niveau du déroulé, j'ai un petit peu dévoilé parce que généralement je suis seule sur scène et j'appelle toujours un invité et c'est très rare, hein, le plus souvent. Souvent ce sont des musiciens. Donc ce qu'il y a de différent par rapport à ce que j'ai proposé, parce que les gens sont venus me voir en janvier 2023 et là je propose Origine en 2024. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'il y a effectivement 2 artistes invités. Et ça change tout. Et puis, l'idée d'Origine, c'était au départ, quand on a fait le P5 titres, c'était d'avoir une formation de jazz, piano, basse, batterie et la voix, pour sortir un petit peu de la musique traditionnelle avec des tambours. Mais là, on a décidé d'étoffer justement cette musique avec des choristes. Ça change tout parce qu'en répétition, je vous assure que ça n'a rien à voir puisque j'étais seule en janvier 2023 et là, je serai avec 3 choristes en janvier 2024 plus un tambourin. Et donc là, en fait, j'aurais dû faire comme ça depuis le début. Donc c'est ça qui est un petit peu nouveau et la couleur ne sera pas du tout la même. Donc venez voir, vous ne serez pas déçus. Allez, on va se séparer sur quelques notes en acapella. Je suppose qu'on vous le demande souvent en interview. Alors, sur quoi on pourrait se séparer? Alors, je veux bien chanter une chanson qui n'est pas un traditionnel, mais qui est un morceau de Félix Osangfouk qu'on appelle Tutus. C'est Nanao. Nanao, Nanao. Nanao, 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 en bas la terre nous toutes calées. Nanao, 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 en bas la terre nous toutes calées. Parfait, on rappelle la date du rendez-vous. Samedi 20 janvier à 20h30, le tarif est de 30 €, 06 94 02 32 32. Régine Lapassion, merci. Merci à vous, à bientôt. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.